formé. Il n'y a pas de source aquatique dans la tache rouge. Ce phénomène météorologique sans fin est donc alimenté par autre chose. Mais par quoi? La grande tache rouge de Jupiter ressemble à un ouragan qui ne s'arrête jamais. C'est une tempête colossale avec des vents violents et des éclairs. Les chasseurs de tempêtes adoreraient le pister. Le docteur Tim Dolling de l'université de Louisville traque de tels phénomènes ici, sur Terre. Cette tache rouge est comme une énorme loupe. Une masse en forme d'œuf, dans lequel les fluides sont comprimés vers l'intérieur et vers le bas, qui est plus chaud. Donc on n'y rencontre pas d'orage. Mais si on va vers le bord, surtout au nord-ouest, on tombe sur les pires orages de Jupiter. Cet objet n'a pas d'œil et il n'est pas alimenté par de l'eau. Il n'a pas d'océan au-dessus duquel se former. Comment peut-il poursuivre son existence? Je me suis toujours dit qu'il y avait un mini-volcan à l'intérieur de Jupiter. En fait, c'est un volcan atmosphérique. Le Dr Benz estime que les gaz les plus chauds viennent des profondeurs de la planète. En s'échappant, il crée un tourbillon. Il doit y avoir une source d'énergie complémentaire. Mais ce n'est qu'une théorie. La science n'a toujours pas de réponse à cette question. Les théories actuelles ne peuvent pas vraiment expliquer pourquoi cet endroit est si bien délimité et toujours fixe. Toutefois, au fil du temps, les scientifiques connaissent un peu mieux ce phénomène qui ne cesse de grandir. Le mystère s'est encore épaissi parce qu'on s'est aperçu que les objets n'y circulent pas dans le calme. Au contraire, c'est très mouvementé. Il y a des structures plus petites qui apparaissent et disparaissent chaque jour, de façon chaotique et tourmentée. Et pourtant, elles surfent encore sur cette tache rouge qui continue d'exister. La grande tache rouge ne représente pas la seule tempête de Jupiter. 3 couches de nuages denses recouvrent toute la planète. Si on allait dans l'atmosphère de Jupiter, on entendrait de très gros coups de tonnerre. En fait, ils se déplacent 4 fois plus vite sur Jupiter que sur la Terre. Leur vitesse y atteint les 4800 km/h. La pluie tombe aussi 2 fois plus vite sur Jupiter. La répartition de la charge qui fait qu'en haut, les nuages se chargent positivement et qu'à la base, ils se chargent négativement est 2 fois plus efficace sur Jupiter. Ici, les tours de cumulus sont 3 fois plus grandes et peuvent atteindre les 50 km. Sur Terre, elles ne mesurent qu'une dizaine de kilomètres. Il serait impossible de survivre au sein de la grande tache rouge avec des vents qui atteignent les 650 km/h. En comparaison, l'ouragan Wilma, qui a frappé la péninsule du Yucatan en 2005 et au sein duquel on a enregistré les vents les plus rapides de la Terre, n'était qu'une légère brise. Les vents n'y soufflaient qu'à 280 km/h. Notre climat est simple comparé à celui de Jupiter. On y trouve un système de tempêtes empilées les unes sur les autres dans un immense espace. Ce sont en fait des tempêtes à l'état naturel. Ces tempêtes se déplacent sans relâche parmi les autres phénomènes climatiques jupitériens, de féroces courants qui parcourent sans cesse la planète. Les scientifiques commencent seulement à comprendre ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Il y a un énorme courant qui se dirige vers l'est et qui parcourt l'équivalent d'un terrain et demi de football par seconde. Ça va très vite. Personne n'a envie de se retrouver là-dedans. 29 autres courants de différentes largeurs bordent ce point. Ce sont eux qui donnent à Jupiter son apparence caractéristique. Ils se déplacent dans des directions opposées. Certains vont vers l'est, d'autres vers l'ouest. Ils sont beaucoup plus petits.
Les vents des plus grandes latitudes sont plus petits que ceux de l'équateur. Par rapport à la Terre, ce sont des vents monstrueux, super rapides et qui vont vers l'avant et vers l'arrière. La vitesse de rotation de la planète y est pour quelque chose. Jupiter génère beaucoup d'énergie car il tourne vite. C'est à cause de la rotation de Jupiter que l'on n'y rencontre pas un seul courant mais plusieurs, qui parcourent la planète dans des directions opposées et que l'on peut d'ailleurs apercevoir. On y trouve pour ainsi dire une version amplifiée du modèle climatique terrestre. Des tourbillons spectaculaires naissent à la surface des nuages, là où les courants se rencontrent. On pense que l'énergie qui alimente cette ceinture provient de la chaleur intense qui règne dans le noyau. On ne rencontre pas ça tous les jours. Quand vous faites chauffer de l'eau sur un poêle, elle va finir par bouillir. Des bulles remontent du fond et créent des courants dans la casserole. C'est la même chose sur Jupiter. Il y a des gaz et des liquides qui évacuent la chaleur. Ce sont des questions basiques. Des principes physiques très simples peuvent expliquer cela. Ces gros courants, on devrait pouvoir les comprendre, non? Sur Terre, il y a un flux principal qui va vers l'est et un autre grand flux qui souffle vers l'ouest. Ce sont les alizés. Si l'on multiplie leur puissance par 3, on obtient les vents de Jupiter. Ils sont vraiment différents des vents terrestres. Non, je me dois d'être plus précis. Ce n'est pas qu'ils soient différents, ils sont juste dopés aux stéroïdes. On se dit, si je comprends le phénomène sur Jupiter, ça devrait être clair sur Terre. Les mystères de Jupiter ne se limitent pas à la planète elle-même. Certains de ses éléments les plus fascinants sont ceux qui décrivent des cercles autour d'elle. Jupiter a plusieurs douzaines de lunes qui sont assez grandes pour être visibles. Elle en a probablement beaucoup plus, trop petites pour être aperçues avec la technologie actuelle. Mais on va les découvrir sans doute dans les années à venir. Certaines de ces lunes ont presque la taille de certaines planètes. Jupiter est comme un petit système solaire. Grâce à son incroyable force d'attraction, elle a aspiré des lunes et d'autres débris spatiaux. En général, l'ordre règne. Quelques lunes ont des orbites assez irrégulières, mais le chaos est géré. Imaginez un groupe de coureurs sur une piste. Tant que chaque coureur reste dans son couloir, il ne risque pas de se percuter. C'est comme ça que fonctionne cette mécanique céleste. Chaque lune est fascinante à sa façon. Quatre des principales lunes de Jupiter ont été découvertes par Galilée, qui a d'abord vu qu'elles tournaient autour de la planète. Et on les a nommées en s'inspirant de la légende de Jupiter, le dieu amoureux. La première lune découverte, c'est Io. Il y règne une importante activité volcanique, mais elle est déclinante. Projetant du magma dans l'espace à 350 km, Io est une merveille couverte de plus d'une centaine de volcans. Certains font la taille de la Californie et semblent s'éteindre et se réveiller. Ganymède est la plus grande lune de notre système solaire. Elle est 5 fois plus grande que la Lune terrestre. Callisto compte le plus grand nombre de cratères. Elle a subi de nombreux impacts. Puis, il y a Europa, la reine glacée. Personne ne connaît sa composition exacte. Elle ressemble à un œuf dont la coquille serait fissurée. On dirait qu'elle était recouverte d'eau et qu'à un moment donné, elle a gelé, si bien qu'elle s'est fendillée. On pense que ces phénomènes sont le résultat de marées qui ont fissuré la surface de la planète. Europa a l'air très étrange. Elle est lisse et vitreuse à certains endroits et montagneuse à d'autres. En fait, elle est remarquablement semblable à l'un des endroits les plus froids et les plus merveilleux de la Terre. Il y a dans l'Antarctique un lac qui s'appelle le lac Vostok. Les scientifiques pensent qu'il ressemble à ce que l'on trouve sur Europa.
L'Antarctique est recouvert d'une épaisse croûte de glace sous laquelle se trouve un lac. On pense qu'il serait très similaire à de l'eau cachée sous la surface d'Europa. Si on traverse cette croûte et que l'on s'enfonce suffisamment dans la glace, on trouvera de l'eau liquide. Nous sommes convaincus qu'il y en a là-bas. En dehors de la Terre, c'est le seul endroit que nous connaissions où il y en ait en grande quantité depuis 1 ou 2 millions d'années. Et là où il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Europa, la lune de Jupiter, est pleine de secrets. Elle pourrait même avoir des cheminées thermales sous sa croûte congelée. En fait, il y a un immense océan qui contiendrait plus d'eau que l'océan Pacifique. Il attend juste que quelque chose se produise. La présence d'eau ne peut signifier qu'une chose. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Je veux aller à la pêche sur Europa, faire un trou dans la glace et regarder si quelque chose nage vers la caméra et vient la frôler. Je veux le faire. Un autre scientifique veut aussi y aller à la pêche. Dans ce laboratoire en plein air, près d'Austin, au Texas, l'espoir repose sur un petit robot. Il est conçu pour l'exploration de territoires inconnus, complètement inconnus, et aussi pour rechercher des traces de vie. C'est un explorateur des nappes phréatiques profondes et brûlantes. On l'a appelé DEFT-X. Il fait en ce moment ses preuves dans une ancienne carrière et on compte sur lui dans le futur. Si tout se passe comme prévu, on le lancera vers 2016. Il arrivera sur Europa en 2018. Et dès 2019, on saura vraiment s'il existe une vie en dehors de la Terre. C'est notre objectif. DEFT-X est le fruit du travail de Bill Stone. Avec une équipe de scientifiques, ils ont joué leur réputation sur ce projet. Ils ont passé 6 ans à en développer le concept et à construire le prototype. Il fait partie d'un ambitieux projet qui l'enverra dans l'espace, puis sous les 10 km de glace de l'océan d'Europa. Il y aura plusieurs véhicules. Il y en aura un qui se mettra en orbite autour de la Lune Europa. Il y aura un atterrisseur qui se posera sur la glace. Ensuite, il y aura une deuxième étape pour l'atterrisseur qui se frayera un chemin à travers les 3 à 5 km de la calotte glaciaire. C'est à ce moment-là qu'on atteindra la 3e phase. Nous avons besoin d'un appareil qui se déplace rapidement, qui ait la forme d'une torpille, très probablement à propulsion nucléaire, et qui puisse parcourir des milliers de kilomètres dans l'océan qui est sur Europa. Est-ce vraiment possible? La NASA le pense. L'agence spatiale a apporté de l'argent et sa bénédiction. Elle a investi dans la recherche de la vie dans ces confins de l'univers. S'il existe sur Europa, la lune de Jupiter, une forme de vie, celle-ci pourrait-elle marcher, parler ou voler? Ce serait plutôt des virus, ou au mieux des bactéries. Nous nous attendons à voir simplement des formes de vie primitives, mais semblables à certaines choses que nous avons sur Terre. Mais nous n'en savons rien.